Cette semaine, les BDF dans l'actualité spatiale, on n'en manque pas de nouvelles, puis on va commencer avec le rover Perseverance Mars de la NASA, qui a capturé une vidéo fascinante d'une éclipse solaire sur la planète rouge. Selon le JPL, la caméra du rover de la taille d'un SUV aurait capturé les images de Phobos, la Lune en forme de pomme de terre de Mars traversant la face du Soleil. Oh! Il y a eu le tout premier visiteur provenant d'une autre étoile qui a été formellement identifiée. Bonne patate. Les galaxies, toutes les nouvelles du spatial. Hey, c'est notre rendez-vous à chaque semaine, hein? SpaceX, NASA, ESA, JAXA. Ça roule. Le rover Perseverance de la NASA capture une vidéo de l'éclipse solaire sur Mars. Ah, des lunettes s'il vous plaît. Ah, c'est pas des lunettes ça. Ah, c'est un peu mieux, mais il faut pas regarder. Le rover Perseverance Mars de la NASA a utilisé sa caméra Mastcam Z pour filmer une vidéo de Phobos, l'une des deux lunes de Mars, éclipsant le Soleil afin d'étudier l'évolution de son orbite au fil du temps. Il s'agit de l'observation la plus zoomée et la plus élevée d'une éclipse solaire de Phobos, jamais prise depuis la surface martienne. La lune Phobos a une forme très particulière, une pomme de terre. Oh! Une, c'est assez! Ces observations peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre l'orbite de la Lune et comment sa gravité tire sur la surface martienne, façonnant finalement la croûte et le manteau de la planète rouge. Capturé avec la caméra Mastcam Z de nouvelle génération de Persévérance le 2 avril, ou le 397e jour martien, ou sol de la mission, l'éclipse a duré un peu plus de 40 secondes, ce qui est beaucoup plus courte qu'une éclipse solaire typique impliquant la Lune de la Terre. Phobos est environ 157 fois plus petite que la Lune de la Terre. L'autre lune de Mars, Deimos, est encore plus petite. Les images sont les dernières d'une longue histoire de vaisseaux spatiaux de la NASA capturant des éclipses solaires sur Mars. En 2004, les rovers jumeaux Spirit et Opportunity de la NASA ont pris les premières photos accélérées de Phobos lors d'une éclipse solaire. Curiosity a poursuivi la tendance avec des vidéos tournées par son système de caméra Mastcam. La Perseverance, qui atterrit en février 2021, a fourni la vidéo la plus rapprochée d'une éclipse solaire de Phobos à ce jour, ainsi qu'à la fréquence d'image la plus élevée de tous les temps. C'est grâce au système de caméra Mastcam Z de nouvelle génération de Perseverance, une mise à niveau zoomable de la Mastcam de Curiosity. Le rover Perseverance envoie d'abord les vignettes en basse résolution qui offrent un aperçu des images à venir, suivi de l'image en version pleine résolution et parfois la surprise finale est extrême. Mastcam Z possède un filtre solaire qui agit comme des lunettes solaires pour réduire l'intensité lumineuse. Vous pouvez donc voir les détails sous la forme de l'ombre de Phobos comme des crêtes et des bosses sur le paysage de la Lune et voir des taches solaires. Hey, c'est vraiment cool de voir cette éclipse exactement comme le rover l'a vu depuis Mars. Alors que Phobos tourne autour de Mars, sa gravité exerce de petites forces de marée à l'intérieur de la planète rouge, déformant légèrement la roche dans la croûte et le manteau de la planète. Ces forces modifient également lentement l'orbite de Phobos. En conséquence, les géophysiciens peuvent utiliser ces changements pour mieux comprendre à quel point l'intérieur de Mars est flexible en révélant davantage sur les matériaux de la croûte et du manteau. Les scientifiques savent déjà que Phobos est condamné à s'écraser sur la planète dans des dizaines de millions d'années. On sera plus là. Mais les observations d'éclipses depuis la surface de Mars au cours des 2 dernières décennies ont également permis aux scientifiques d'affiner leur compréhension de la spirale de la mort lente de Phobos. Un objectif clé de la mission de Persévérance sur Mars est l'astrobiologie, y compris la recherche de signes de vie microbienne ancienne. Le rover caractérisera la géologie et le climat passé de la planète, ouvrira la voie à l'exploration humaine de la planète rouge et sera la première mission à collecter et à mettre en cache la roche et le régolithe martien, qui se trouve à être de la roche brisée et poussière.
Les missions ultérieures de la NASA, en coopération avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, enverra des engins spatiaux sur Mars pour collecter ces échantillons scellés à la surface et les renvoyer sur Terre pour une analyse approfondie. La mission Mars 2020 Perseverance fait partie de l'approche d'exploration Moon to Mars de la NASA qui comprend des missions Artemis sur la Lune qui aideront à préparer l'exploration humaine de la planète rouge. Le Jet Propulsion Laboratory ou JPL de la NASA à Pasadena en Californie a construit et gère le rover Perseverance. J'adore la Californie! Allez, une petite toune. Yeah. L'été s'en vient, désespérez pas, parce que la semaine passée, je sais pas vous, en France, en Europe, partout sur la planète, mais ici au Québec, mi-avril, c'était pas mal ordinaire. Pas grave, l'été s'en vient pareil. L'US Space est confirmé qu'un météore qui s'est désagrégé dans l'atmosphère en 2014 était en fait le tout premier visiteur venu d'une autre étoile à être formellement identifié. Wow! En 2014, une petite météore d'environ 45 cm de diamètre s'est consumée dans l'atmosphère terrestre. Personne l'a vu, on est mieux les plus grosses, nous, hein? Un événement qui n'a fait ni chaud ni froid à la plupart d'entre nous. Mais du côté des spécialistes, cet objet s'est avéré très intriguant pour de nombreuses raisons. Et ça commence par le fait qu'il s'agit finalement du tout premier voyageur interstellaire jamais détecté dans notre système solaire. En tout cas, ce qu'affirme le rapport de l'US Space Force, USSC, qui vient de déclassifier ces informations très récemment. L'objet en question avait initialement été repéré le 8 janvier 2014 et il avait très vite intrigué les observateurs à cause de sa vitesse très étonnante. En effet, CNE OS 2014-0108. Encore un nom, mais vraiment très réfléchi. Bravo. Si c'est correct avec vous autres, on va l'appeler Cénos. Cénos, à chaque fois que je vais dire Cénos, c'est cette petite roche-là. Donc, Cénos a déboulé dans notre arrière-cour spatiale à plus de 210 000 km/h. C'est une vitesse très impressionnante et bien supérieure à la moyenne des météores que l'on voit habituellement passer près de nous. À titre de comparaison, la majorité de celles qu'on repère voyagent à quelques dizaines de milliers de kilomètres maximum, avec quelques exceptions au-delà de 100 000 km/h. La comète de Borisov, l'une des plus rapides jamais identifiées, a par exemple été identifiée à environ 175 000 km/h. Si cette vitesse est si remarquable, c'est surtout qu'elle excède largement la vitesse moyenne des résidents de notre système solaire. De plus, les chercheurs ont aussi été intrigués par sa trajectoire particulière. Ces deux éléments mis bout à bout ont permis de déduire que Cénos était probablement originaire d'une zone très lointaine, bien au-delà des confins du système solaire. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont dû se baser sur certaines données sensibles qui avaient apparemment été classées secret défense par le gouvernement américain. L'affaire a donc été passée à l'US Space Force, l'agence qui gère tout le versant militaire et secret défense des opérations spatiales américaines. Elle a enfin confirmé que les mesures de 2019 étaient suffisamment précises pour confirmer la trajectoire interstellaire de Cénos. Il n'y a plus de doute, cet objet provient bel et bien de l'extérieur de notre système solaire. Cette confirmation rétroactive a aussi pour effet de rétrograder ou moi ce célèbre météore en forme de baguette repéré en 2017, qui était jusqu'à présent le premier objet interstellaire repéré dans le système solaire. Cénos s'est désintégré au-dessus de l'océan Pacifique et les chercheurs estiment que quelques fragments auraient pu survivre à l'impact. Le cas échéant, il reposerait alors sagement au fond de l'eau. Il ne resterait qu'à monter une expédition pour les retrouver. Un travail qui s'annonce colossal, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de mettre la main sur des objets provenant d'aussi loin. Les efforts hésitants en Russie pour mener une guerre électromagnétique en Ukraine montrent à quel point il est important de réagir rapidement et de mettre fin immédiatement à de telles attaques. Selon le Pentagone, les États-Unis doivent s'améliorer considérablement dans leur propre réponse rapide et peuvent apprendre beaucoup de la façon dont le secteur privé SpaceX a géré ces situations. Les guerres modernes impliqueront de plus en plus la guerre électromagnétique, en particulier pour façonner le champ de bataille lorsque les conflits commencent.
La capacité de SpaceX le mois dernier a contrecarré rapidement un effort russe visant à brouiller son service haut débit par satellite Starlink qui maintenait l'Ukraine connectée à Internet a grandement impressionné. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dirigé des milliers de terminaux Starlink vers l'Ukraine après qu'un responsable lui ait envoyé un tweet demandant de l'aide pour maintenir le pays assiégé en ligne. Le lendemain, après que des informations sur l'effort de brouillage russe aient été diffusées dans les médias, Starlink avait lancé une ligne de code et l'avait corrigée, ce qui avait rendu le brouillage russe inefficace. Du point de vue technologique et de la façon dont ils l'ont fait a été magistral. Wow! Le gouvernement, d'autre part, dispose d'un calendrier important pour apporter ces types de corrections, car, ben oui, il les analyse, après ça, les rencontre, il y a les rapports, puis finalement, la mise en place d'un contrat pour le correctif. C'est du n'importe quoi. Vraiment, là, une structure inefficace. Les États-Unis doivent penser de manière beaucoup plus innovante lorsqu'il s'agit de construire de nouveaux équipements. Ils doivent proposer de nouveaux systèmes qui permettent une résilience et une vitesse beaucoup plus grande. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a beaucoup appris aux États-Unis sur la sophistication et la fiabilité de l'équipement russe et sur la capacité de leurs troupes à mener à bien des missions de manière synchronisée. Cela a montré à quel point il est important de former correctement le personnel affecté à la conduite des opérations de guerre électromagnétiques. Et n'oubliez pas que les Russes ont testé cette semaine un nouveau missile qui pourrait transporter des armements nucléaires avec capacité de contrôle. La Chine avait déjà créé cet armement et les deux puissances peuvent même se protéger contre des attaques de l'espace que les États-Unis ne peuvent même pas utiliser. Les Américains et les Européens ont préféré mettre leur énergie dans la conquête spatiale avec des rovers vers Mars et ont largement contribué à l'aide pour établir la paix. Imaginez que tous les pays s'assemblent et prennent leur savoir et l'argent, puis ils travaillent tous dans la même direction pour comprendre, explorer, bâtir l'avenir, travailler pour trouver des remèdes, pour vivre plus longtemps, pour guérir des malades, prolonger des vies, au lieu de se tuer, faire la guerre, sérieux. L'être humain n'est malheureusement pas le mammifère le plus intelligent dans ce monde. Puis comme disait Buzz Aldrin, pour ceux qui le connaissent pas, ça m'étonnerait si vous suivez la chaîne, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Quelle magnifique désolation. Puis je parle pas de vous et moi, hein. Je parle vraiment des hauts dirigeants qui créent la guerre. Sincèrement, c'est pas brillant. La Lune la plus intérieure, la plus proche de Jupiter, Io, a de grandes crêtes sinueuses. Des dunes, mais qui ne devraient pas être possibles en raison de sa surface glacée et agitée. Alors que leur présence avait laissé les scientifiques perplexes pendant des années, une étude menée par l'université Rutgers a enfin... C'est Rutgers. Oui, mais je sais pas, moi, R-U-T-G-E-R. Désolé, mais c'est Rutgers, OK. man. Tu dis pas ça comme ça. Ben, c'est l'université. Rutgers. Il est bon, lui? Rutgers, oui, a enfin apporté une nouvelle explication. La recherche est basée sur une étude des processus physiques contrôlant le mouvement des grains ainsi que sur une analyse d'images de Galileo de la NASA. La mission de 14 ans du vaisseau spatial Galileo a permis la création des premières cartes détaillées des lunes de Jupiter. Les études indiquent la possibilité d'Io en tant que nouveau monde des dunes. Selon l'étude menée, il y aurait un mécanisme par lequel les grains de sable pourraient se déplacer et à leur tour, des dunes pourraient s'y former. Les connaissances scientifiques actuelles dictent que les dunes, de par leur nature même, sont des collines ou des crêtes de sable empilées par le vent. Cela sème la confusion autour de l'existence des structures en forme de dunes de Io, car la force des vents sur la Lune sont extrêmement faibles en raison de son atmosphère à faible densité. Les données de la mission Galileo qui s'est déroulée de 1989 à 2003 ont révélé que l'activité volcanique sur Io est si élevée que ces volcans refont surface à plusieurs reprises et rapidement dans le petit monde. Sa surface est un mélange de coulées de lave solidifiées noires et de sable, de coulées de lave se répandant à la surface et de neige de dioxyde de soufre. Les scientifiques ont utilisé des équations mathématiques pour simuler les forces sur un seul grain de basalte ou de givre et calculer sa trajectoire. Lorsque la lave coule dans le dioxyde de soufre sous la surface de la Lune, sa ventilation est suffisamment dense et rapide pour déplacer les grains sur Io et éventuellement permettre la formation de caractéristiques à grande échelle comme les dunes.
Une fois que les chercheurs ont conçu un mécanisme pour que les dunes se forment, ils ont cherché plus de preuves dans les photos de la surface d'Io prises par le vaisseau spatial Galileo. Ils ont conclu que l'espacement des crêtes et les rapports hauteur-largeur qu'ils ont observés étaient cohérents avec les tendances des dunes observées sur Terre et sur les autres planètes. 5 galaxies tournoyant les unes autour des autres qui rentreront en collision pour devenir une seule galaxie géante d'ici 1 milliard d'années. C'est loin, ça. Voici ce que le télescope Hubble a capturé. Tambour! Le groupe de Hickson 40. La NASA dévoile une photo du Hickson Compact Group 40, aussi appelé HCG 40. Ok, c'est beau, je vais le dire à ta place. Là. C'est quoi ce nom-là? C'est quoi? Ouais, donc HCG 40, un groupement étrange de 5 galaxies prises par le télescope spatial Hubble. Parmi elles, une galaxie dite elliptique, une galaxie lenticulaire. Quant aux 3 autres, elles sont en forme de spirale comme notre Voie lactée. Pour ceux qui ne le savent pas, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Lactée pour du lait, puis c'est pour ça, quand on le regarde dans le ciel, ce qu'on voit, la belle ligne blanche, comme les photos de fond d'écran Apple, bien, on voit l'intérieur de notre galaxie. On a un trou noir, Sagittarius, qui, lui, va attirer vraiment tout vers lui. Si vous voulez voir l'intérieur de notre galaxie, parce qu'on est dans le bras d'Orion, bien, on regarde le Lactée, et c'est l'intérieur de notre galaxie, voilà. Mais en gros, on peut retrouver 4 groupes de galaxies dans l'univers connu. Nous avons tout d'abord les galaxies elliptiques qui présentent une forme sphérique ou ovale sans structure interne et de brillance à peu près uniforme. Il y a également les galaxies spirales un peu plus complexes qui sont essentiellement constituées de 2 éléments. Il y a un noyau sphérique entouré d'un disque de matière dans lequel apparaît une structure spirale, comme la Voie lactée. Également, on a des galaxies dites lenticulaires qui, comme les spirales, possèdent un noyau volumineux et un disque, mais, comme les elliptiques, elles n'ont pas de bras spiraux et possèdent un milieu interstellaire relativement pauvre. Et le dernier groupe, c'est le groupe des galaxies irrégulières qui contient toutes les galaxies qui n'entrent pas dans les 3 groupes précédents. Ces galaxies présentent un aspect difforme et sont très riches en gaz et en poussière. Et comme je suis un passionné de spatial, j'ai un merveilleux cadre du champ profond de Hubble parce que sur cette photo, on a des centaines de galaxies de l'univers observable. Regardez-les, vous allez vous rendre compte que la vie, là, je pense que des fois, on est dans l'erreur. On se complique la vie avec bien des choses. Regardez-les vos passions parce que la vie est merveilleuse. Si vous voulez vous faire un beau cadeau, là, ben, allez chercher cette photo. Moi, à chaque fois que je la vois, ça me redonne les vraies raisons de la vie. On n'est pas grand-chose, hein. On est de la poussière d'étoiles. Situé vers la constellation de l'Hydre, le groupe est si compact qu'il tiendrait dans une région de l'espace qui fait moins de 2 fois le diamètre du disque stellaire de notre Voie lactée. La cause, la matière noire. C'est assez particulier à comprendre, mais la galaxie, là, c'est pas comme un système solaire que ben, la planète la plus proche, elle va tourner plus vite que elle, la plus éloignée, Neptune. C'est ça la grosse différence. Quand on regarde là, une galaxie, à l'extérieur de la galaxie, ça tourne presque à la même vitesse qu'à l'intérieur de la galaxie. Pourquoi? À cause d'une force qu'on appelle la matière noire à l'extérieur de la galaxie qui va accélérer pour justement permettre à ce qui est à l'extérieur de la galaxie de tourner à la même vitesse ou presque de ce qui est à l'intérieur. Puis c'est pratiquement ça dans toutes les galaxies qu'on a été capable d'observer. Donc la matière noire entoure les 5 galaxies dans une sorte de halo. Elles se rapprochent les unes des autres, subissent leur propre attraction gravitationnelle mais aussi celle de la matière noire invisible. Hubble les a observées à un moment clé de leur vie, alors qu'ils s'apprêtent à fusionner les unes avec les autres et la fusion arrivera d'ici 1 milliard d'années. Déployé en orbite autour de la Terre en 1990 par la NASA, Hubble a effectué plus de 1,5 million d'observations d'environ 50 000 objets célestes. Des grandes découvertes? Absolument! Mesdames, messieurs, c'est maintenant l'heure. Ouais, des nouvelles sur Twitter, ça roule! Alors, cette semaine, comment garder sous silence le décollage de la mission Starlink 414 de SpaceX ce matin, 11h14. On parlait de jeudi qui a délivré 53 autres satellites Internet Starlink dans le LEO. Le booster 1060, lors de son 12e vol record, a atterri en toute sécurité sur JRTI. Ça, c'est Just Read the Instructions, c'est la plateforme en mer.
après avoir livré avec succès sa charge utile. Ça va être leur tour, Freedom, là, les 4 astronautes. Ça fait longtemps qu'on reporte ce vol-là, mais là, ça va être la semaine prochaine. Tu te souviens quand c'était quelque chose qui nous choquait? Maintenant, il atterrit simplement pour la 12e fois et ce n'est absolument pas grave. Voir SpaceX continuer à pousser ses boosters et faire de la réutilisation une réalité tellement normale et routinier, c'en est presque ennuyant. Ouais, c'est vrai, puis Elon Musk, lui, il a bien aimé ce tweet-là, puis il a dit, ben c'est ça qu'on veut. On veut que ça devienne de la normalité, la réutilisation de nos boosters. Bon, maintenant, on va parler encore une fois de la fusée SLS. Pour la 2e fois ce mois-ci, 2 fusées se tiennent sur les pads 39A et 39B au Kennedy Space Center. C'était encore de toute beauté le système de lancement spatial de la NASA, la SLS, qui lancera Orion et Artemis un plus tard cette année, et le Falcon 9 de SpaceX qui lancera Dragon et Crew 4, comme on vient de dire, tôt la semaine prochaine. On n'oublie pas que la fusée SLS a encore des problèmes et est en route en direction du VAB pour aller se faire réparer encore une fois avant de poursuivre les essais. Ça faisait déjà 3 fois là qui étaient reportés, annulés en plein milieu. La NASA. C'est sûr que c'est des gros réservoirs, hein, puis ça peut fuir. Ça fait partie de la vie. Tiens, je vous emmène dans notre système solaire. On va parler de Ombre de la Lune. Ça, c'est la mission Juno qui a capturé l'ombre de Ganymède se déplaçant sur les sommets des nuages de Jupiter. Quelle belle photo à votre gauche. C'est une belle sonde, ce Juno. On poursuit avec le télescope James Webb. On en a parlé beaucoup de ce télescope spatial incroyable qui va nous permettre de voir le cosmos. Ben, les nouvelles de Webb, tous les instruments de Webb ont atteint leur température de fonctionnement super froide. Mais les miroirs ont encore du chemin à parcourir. Rappelez-vous, plus les miroirs sont froids, mieux nous pouvons observer l'univers. Toujours en train de chercher le niveau maximal. On poursuit avec 3 moteurs Raptor V2 qui ont été livrés à Starbase ce matin. C'est vendredi matin, ça. Les Raptors avaient des photos de tête de Lego sur eux. Et ça, c'est de l'imagination d'Elon Musk et de son équipe. On a une petite vidéo que j'ai trouvée vraiment extraordinaire. Moi, je suis un fanatique de SpaceX, Tesla, la technologie, vous le savez déjà. J'ai une Tesla moi-même et dans cette démo des ingénieurs, eh bien, on voit clairement qu'ils ont mis 2 Tesla à l'intérieur d'un dôme pressurisé, si on peut appeler ça comme ça, et puis ils ont testé le système de filtration. Donc, ils ont pris un filtre normal dans une des 2 Tesla. Dans l'autre, ils ont mis le filtre HEPA et c'était pour démontrer l'un des joyaux caché de votre Tesla. C'est génial de voir comment il filtre l'air pour assurer la sécurité du conducteur. Fait que oui, après l'avoir démonté, on voit très bien que le filtre a fait son travail. Il n'y avait absolument aucune particule rouge à l'intérieur du véhicule avec le filtre HEPA, ce qui n'était pas du tout le cas du filtre standard. Donc bravo à Tesla, on voit que vous êtes en sécurité dans votre Tesla. C'est sûr que c'est des véhicules qui sont pas beaucoup abordables, mais faites vos calculs, hein, avec la batterie, l'électricité, en tout cas au Québec, je pense que ça vaut vraiment la peine. Le prix du carburant qui monte, l'inflation, c'est incroyable. Comment on fait pour survivre à tout ça? Ça devrait être ma question de la semaine. Et regardez cette vidéo de John Young qui saute à la surface lunaire. C'était la mission Apollo 16 filmée par Charlie Duke, le plus jeune astronaute, 36 ans. Et oui, cette semaine, ça faisait déjà un bon bout que ces 2 gars-là avaient marché sur la Lune. Des beaux souvenirs. Et mes amis, ça complète la section Twitter de cette semaine. Vous pouvez même vous abonner à Twitter. J'ai un compte Buda de Futur. Vous allez avoir les tweets. Aussitôt que j'envoie des cool, des fun, je vous les partage. Et la question de la semaine, il y a 50 ans, en 1972, la mission Apollo 16, qui était la 5e et avant-dernière mission du programme, s'est posée sur de hauts plateaux lunaires dans la région du cratère Descartes. Et chaque astronaute des missions Apollo avait l'occasion d'emmener un souvenir personnel et de le laisser sur la Lune. Charlie Duke, qui avait à l'époque 36 ans et qui a été le plus jeune astronaute à poser le pied sur la Lune, a rendu hommage à sa famille en plaçant un portrait de famille sur la surface lunaire. Alors cette semaine, je vous demande, qu'emporteriez-vous avec vous lors d'un voyage sur la Lune? Je suis juste curieux, moi j'apporterais peut-être BDF ou une patate. Ou un raptor, pourquoi pas, mais t'es pas un animal à son chaud, toi. Et ça complète l'actualité spatiale de cette semaine. Hey, merci d'être là à chaque semaine et de partager vos nouvelles connaissances avec les futurs explorateurs, hein?
Aimez la vie, je le dirai jamais assez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, activez les notifications parce que les algorithmes sont pas toujours de mon côté, vous aurez pas toujours mes nouvelles vidéos. Appuyez sur la petite cloche, ça va vous avertir quand je sors une vidéo. Habituellement, c'est toujours à la fin dimanche, mais ça peut arriver que je sois un petit peu en retard, là. C'est pas mon métier, c'est ma passion, je travaille quand même. Si vous voulez avoir BDF, ma casquette, des chandails, vous pouvez aller sur Spreadshirt, j'ai mis le lien dans la description. C'est à but non lucratif, donc c'est vraiment au prix du cost. Ça coûte déjà assez cher tant qu'à moi, fait que vu que je suis un passionné, je vais juste créer les logos puis je partage pour vous, vos enfants. Et comme disait Jack Penn, je l'aime assez ce nom-là, Jack Penn, mais pas Jack Sparrow, Jack Penn, pas la même chose. On l'aime Jack Sparrow, hein. Mieux vaut être optimiste et se tromper que d'être pessimiste et d'avoir raison. Ouais, ça c'est vrai, Jack. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'être Blue Dot. Parce que votre futur, ça commence maintenant. Hey, adios amigos!